Alors, donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Avant de rentrer dans le sujet, c'est vrai qu'on va aborder un sujet, mais après, s'il y a des questions qui sortent un peu du sujet, ça ne dérange pas, on pourra y répondre. Mais ça va bien, je pense qu'on reste dans le sujet, mais c'est ouvert aussi. Hein. Voilà. Alors, qui ne stresse pas ici? Qui ne stresse pas parmi vous? Qui n'a pas un sujet en ce moment, en fait, qui le dérange, qui le stresse et tout ça, en fait? Tout le monde a au moins un sujet en ce moment, en fait, qui le stresse et qui le dérange. N'est-ce pas? Tout le monde. Maintenant, ce stress, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Déjà, qui peut me dire déjà qu'est-ce qui le stresse en ce moment? Qu'est-ce qui crée le stress ou bien qu'est-ce qui dérange sa peur en ce moment, en fait? Qui peut essayer? Qui peut me dire un élément? Oui? Bon, la peur d'échouer. La peur d'échouer. La peur d'échouer à quoi? À l'entretien. À l'entretien d'embauche. Très bien. Qui peut essayer encore? Qui peut me donner un autre élément? Ça, c'est un élément important. Et tout le monde, parce que tout le monde est dans le même cas, je pense. D'ailleurs, s'il y a un autre élément de réponse, allons-y. Oui? Peur de ne pas être compétent lors de l'échange avec le recruteur. Ok, donc peur de ne pas être compétent lors de l'échange avec le recruteur. Très bien. Il est important lorsque vous êtes stressé, lorsqu'il y a un élément qui dérange, ce que j'appelle votre paix. Parce que quand tu as un souci qui t'emmène à ne pas avoir l'esprit tranquille, c'est que c'est ta paix qui est dérangée. Au fait. Donc quand tu as un élément qui dérange ta paix, qui te stresse, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience d'abord. En fait. Parce que beaucoup de personnes, on va dire, se cachent la vérité et vivent avec le stress permanent en fait. Pour pouvoir déjà traiter ça, il faut identifier l'élément qui te stresse. Qu'est-ce qui fait que je suis stressé? Qu'est-ce qui dérange ma paix? Première chose, il faut identifier l'élément. Parce que j'aime bien le verset de la Bible qui dit la joie est un excellent remède, mais une âme abattue dessèche les eaux. Est-ce que vous imaginez un peu? Elle dit la joie, la paix, la tranquillité, c'est un excellent remède. Aujourd'hui, quand les gens meurent d'AVC, c'est quoi? C'est le stress qui crée. Il y a beaucoup de maladies, en fait, même quand tu es stressé par rapport à une situation précise, tu as la boule au ventre, tu as mal au ventre, ou ton mal à la tête. Donc, en vrai, la paix, la tranquillité, la joie, c'est un excellent remède, en fait. Mais quand tu es stressé, ça déclenche beaucoup de choses en toi, en fait. Beaucoup de choses en toi. Parce que plus tu penses, plus ton âme est attristée, plus tu paniques. Et on sait que lorsqu'on panique, on prend les mauvaises décisions, en fait. Et on n'a pas une lecture très claire de la situation. Quand vous paniquez, on dit panique, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a, il y a un gros chien qui arrive devant le, tu commences à courir, tu peux même courir sans savoir qu'il y a des immeubles autour de toi, mais le chemin là, tu oublies la piscine, tu oublies le chemin, c'est même plus que tu cours, c'est bon. C'est là que tu es dans la panique. Et beaucoup de personnes sont dans la panique constante, en fait. Ce qui fait que en fait, le problème que vous craignez demeure, en fait. Ça ne s'arrête pas. Si tu crains par exemple parce que tu te dis tu vas échouer à l'interview d'embauche, c'est sûr que tu vas échouer 100% à pratiquement toutes tes interviews d'embauche, en fait. Parce que la panique fait que déjà en fait, tu n'arrives même pas en fait, à t'exprimer. Moi j'ai vu des gens ici en interview d'embauche qui viennent, on commence l'entretien, il y a une fille comme ça, même un mot. C'est pas pour paraphraser, hein. Parce qu'on peut dire, on n'a pas dit un mot, puis on va dire, on n'a même pas pu dire un mot. Le bonjour, là, ce n'est pas sorti, au fait. À cause du stress. Où il y en a qui se mélangent, tu vois, ils parlent et puis après ils se disent, ah, je voulais dire telle chose, mais j'ai oublié, tu vois. Parce que c'est l'effet du stress, tu as de la panique. Donc, du coup, tu n'as pas une lecture on va dire, très claire de la situation, ok, et puis tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. En le contraire, lorsque tu es tranquille, lorsque tu es serein, lorsque tu as la peur du cœur, tu vois mieux les choses, tu analyses mieux les situations, ok, et tu prends de meilleures décisions. Parce qu'en vrai, en fait, si tu stresses et que tu te lamentes, parce que quand on stresse aussi, c'est une sorte de lamentation, ah, je vais échouer, ça ne marche pas bon. Quand tu fais ça, là, ça produit quel résultat en fait?
Ouais. Ça va pour l'échec. La déstabilisation totale. Il y aurait l'échec, mais je vais dire, c'est l'action qui amène le résultat. Donc, faisons simple. L'action de stresser, de se lamenter, de pleurer, de paniquer, est-ce que ça peut produire le résultat que tu recherches là? Non. Jamais. Impossible que ça produise ça. Impossible que ça produise ça. Donc, le contraire serait, en fait, que devant une situation qui te panique, ou bien qui, on va dire, qui dérange ta paix, c'est de d'abord l'identifier, traiter avec, et puis garder le calme, la sérénité, et puis réfléchir à mais qu'est-ce que je dois faire ici pour avoir un meilleur résultat. C'est le qu'est-ce que je dois faire là qui est la question principale. Si tu stresses par rapport à l'interview d'embauche, c'est parce que tu n'es pas préparé. Et le manque de préparation, en fait, c'est comme si en fait, tu partais vers un inconnu. Est-ce que tu vois un peu? Parce que tu te demandes, mais quelle question on va me poser, de quoi on va parler ici, si on me pose telle question, comment je réponds à cette question? Donc, du coup, tu te poses beaucoup de questions, en fait. Donc, tu n'as pas les réponses. Donc, vu que tu n'as pas les réponses, et que tu dois aller répondre à ces questions-là, en fait, tu es déjà traumatisé. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, bon, on monte d'un cas après le rendez-vous, puis on s'en va. On ne vous dit pas où on s'en va, on dit monter. On s'en va. Qui monte? Personne. Pourquoi? Ah ouais, on t'a posé question. Parce qu'on ne sait pas où on parle. Donc c'est beaucoup plus stressant. N'est-ce pas? Et que même si on vous dit où on part et que c'est un endroit dangereux, là, on stresse, mais on stresse parce qu'on sait où on va et on sait quelle solution en fait prendre là, tout de suite, là, pour éviter le pire ou bien réduire l'impact en fait. Mais quand on ne vous dit pas où on part et que ça a l'air un peu suspect, un peu. Comment on appelle le film là, j'oublie. Pas que des fois caché là, j'oublie le nom, le titre. La maison hantée là, fois caché là, dans le temps. La grégorienne, tu vois. Moi, elle a vécu un peu quand même. Ouais, donc, ça fait que en fait, le stress monte. Parce qu'il y a une peur de l'inconnu qui est devant. Quand tu as identifié que, ah, mais moi je stresse à cause de l'interview d'embauche, mais pourquoi je stresse? Parce que peut-être que je ne sais pas quelle question on va me poser. C'est un signe de stress aussi, elle va finir son meeting. Bon, peut-être. Mais je vais dire, on ne sait pas quelle question on va te poser. Voilà. Donc, quand tu vas faire ça, tu vas dire, bon, ok, pour réduire mon stress, ou pour éliminer le stress, il faut que je me prépare en fait. Il faut que je me prépare, c'est la première chose. Dans ce cas de figure, il peut y avoir d'autres cas, peut-être la peur de, on va dire, de perdre son job, c'est qui t'amène à faire beaucoup de vilaines choses par exemple. Corruption, ou bien faire tomber un collaborateur, tu as peur de perdre ton poste. Alors que la seule chose pour garder son poste, c'est quoi? C'est d'être hyper compétent. Donc quand tu identifies ça, tu ne stresses plus. Ou bien c'est d'être humble. C'est-à-dire d'avoir le caractère d'humilité. Et se faire petit devant son patron. Et plus il va te pousser. Par exemple. Il y a beaucoup de sujets. Mais il faut traiter avec les éléments en fait, qui troublent votre peur. Ça c'est important. Maintenant, généralement en fait, tout ce qu'on croit, parce que les actions qu'on pose viennent de quoi? On dit la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends influence au fait tes actions. Donc si on t'avait dit que tu étais bête avant, tu vas voir que devant une situation donnée, au fait, tu vas te dire, tu vois, non? Parce qu'en fait, ce mot-là revient, quoi. Donc tu vois, devant un cas que tu dois résoudre là, tu vois, quand tu entends ça, en fait, je suis bête. Ou bien, tu as vu par exemple que peut-être dans un cas de figure, tu avais un pote dans le même cas qui a échoué, par exemple. Ou bien tu as des gens, en fait, tous tes amis de toi à la fois, généralement, quand ils travaillent, ils font des petits boulots, ou bien on les renvoie rapidement. Donc du coup, ça te reste, en fait. Donc ça t'influence, donc du coup, ça crée en toi, en fait, la peur, parce que pour toi, tout le monde échoue. Si dans ton sillage, tout le monde réussit, tu vas voir que tu as plus confiance, parce que tu vois que généralement, en fait, c'est pas compliqué de réussir, et que tout le monde réussit. C'est simple. Mais dans l'environnement où tout le monde échoue, comment toi tu te comportes?
C'est qu'il faut se créer un filtre ici. Parce qu'il ne faut pas que tout rentre en fait. Parce que une fois que ça rentre en toi, ça crée un truc qui va t'influencer négativement en fait. Tu vois? Si tu as une personne qui te dit, mais tout le monde a échoué. Donc est-ce que moi je ne vais pas échouer? Du moment où tu te dis, est-ce que moi je ne vais pas échouer, tu as déjà échoué. Parce que là, en fait, tu commences à paniquer. Même quand tu bosses, si c'est une interview d'embauche, un concours, même quand tu bosses, en fait, le stress fait que tu peux oublier, en fait. Parce que tu te dis, mais tous mes gars ont échoué, donc j'ai pas droit à l'erreur. Donc du coup, tu vois. C'est comme quand tu joues un match de football. Quand tu as déjà éliminé au bout de 2 matchs, est-ce que tu seras sur le 3e match? Est-ce qu'il peut mourir? Voilà, tu vois. Ou bien tu as gagné 2 matchs, tu es déjà qualifié. Est-ce que tu stresses encore? C'est pour ça qu'il faut se comporter comme si on est déjà qualifié. C'est ça la sérénité au fait. Il faut garder la sérénité. Il faut faire un filtre ici. Il faut se dire, je suis. Après, quand tu fais le filtre, ça veut dire qu'il y a des paroles que je ne laisse pas rentrer dans ma tête. Je fais un blocage à des paroles là. Ou bien, j'ai vu des choses qui m'ont marqué négativement, mais je ne me dis pas que comme ça a été pour l'autre, ça va m'arriver aussi. Ou bien comme j'ai vécu ça antérieurement, c'est que là encore ça va se reproduire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés dans l'entreprise. Le gars était dans une boîte là-bas, on lui faisait des remarques déplacées, tout ça. Donc quand il vient dans la nouvelle boîte, dès qu'on fait une petite remarque, même si la remarque est correcte, il est déjà sur les... tu vois, il est déjà fermé. C'est-à-dire que le gars, tu déverses une colère, tu comprends pas. Mais on t'a dit sur une remarque sur le travail. Parce que antérieurement, en fait, plus tard, hein, les remarques étaient très, très dures, souvent mal placées. Donc je savais que le gars, il a adopté un mauvais comportement en fait. Et ça me dérange en fait. Mais il vit avec en fait. Il ne traite pas le problème en fait dans le fond. C'est pour ça qu'il est important en fait, de chaque fois que je reviens encore, de pour identifier ce qui vous dérange, ce qui dérange votre père. Voir qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir ce stress, pour faire le filtre. Faire le filtre. Mais quand je fais le filtre, à toi de te parler à toi-même en fait. Parce qu'après chacun sait d'où il tire sa motivation, on va dire sa motivation en fait, on va dire. Si on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que si tu as des bonnes paroles que tu écoutes, chaque fois ça te motive n'est-ce pas? Chacun sait comment se motive. Aujourd'hui on a beaucoup de coachs motivateurs. Voilà pourquoi ils ont le vent pour, parce que ce qu'ils disent ça te galvanise. Souvent même si tu vois un lion, tu n'as pas envie de lui en fait. Tu vois, parce que ce que tu entends te motive. C'est ça que vous voyez souvent les sportifs. Les sportifs, quand il est dans une situation, il se parle seul. C'est vrai un peu. Parce que l'entraîneur n'est plus capoté. L'entraîneur au fond, là, souvent le gars écrit, il ne l'entend pas. Lui seul se motive. Si vous voyez un peu les tirs au but là, le gars se parle avant de commencer en fait. Pourquoi il fait ça? Il s'encourage en fait. Donc tu dois avoir en fait l'auto-encouragement en fait. Et ta capacité à pouvoir t'encourager toi-même en fait. Parce que si les autres ne t'encouragent pas, comment tu fais? Moi je le dis toujours, je dis dans des situations pareilles, dans tous les cas de ma vie, c'est moi qui dois faire l'action. Parce que est-ce que je ne fais pas l'action, comment je fais? Ah, c'est un autre sujet en fait. Je veux dire, mais dans toutes les situations de ta vie, tu dois être le premier acteur en fait. Parce que les autres aussi ont des problèmes. Le mec est stressé. Ton gars que tu vois en face, peut-être qu'il a plus de problèmes que toi. Mais il arrive à gérer, il arrive à filtrer, il reste serein en fait. Et plus tu es serein, tu vas voir que tu auras la capacité de mieux traiter et de mieux gérer les problèmes. Moi, c'est ce que je fais. Moi, il n'y a plus rien qui me stresse. Si je dois parler devant 1000 personnes et que j'ai peur, je me dis mais comment je vais faire pour mieux gérer en fait, ce public-là en fait. Donc, plus je vais commencer à travailler sur ce sujet-là en fait, moi j'aurais peur. Et je vois qu'en travaillant en disant, par exemple, quand tu parles devant 1000 personnes, il faut juste regarder ceux dans le public au fait, qui semblent être vraiment contents de ce que tu dis. Au fait. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles, il est comme ça. On dit la vérité, le gars il est convaincu de ta parole, mais les gars là, ils sont comme ça. Il dit lui, il dit quoi, mais ou bien tu vois, il y en a qui causent, toi tu parles, et puis lui cause, il y en a qui rit, il y en a qui sont sur le téléphone. Donc si tu regardes celui qui rit, ou bien celui qui est en train de causer, bien que c'est son téléphone, tu te dis, mais attends, moi je parle et puis c'est que c'est bizarre.
Tu vois qu'un fixant, en fait, ce qui peut, on va dire, te déstabiliser, ça te tue. Parce que quand tu parles à un public, quelqu'un manipule son téléphone, ou bien l'autre cause, ou bien l'autre signal plus sort. Pendant que tu parles, tu te parles encore, tu te dis, mais merde, on dirait que j'ai raté, on dirait que je parle mal. Attends, faut que, donc au lieu d'être focus sur ton sujet, mieux le rendre, tu es en train de voir des gens de réfléchir intérieurement de comment tu vas changer ta manière de faire. Parce qu'il y a un sérieux pour sortir en fait. Mais si tu fixais celui qui était en train de t'écouter et puis qui était vraiment convaincu, là tu es motivé à continuer. Parce que le gars te dit, c'est bien, il te dit, mais apparemment, tu vois. Donc, c'est comme ça, si tu fixes ce qui peut te créer le problème, et tu penses à ce qui peut te déranger ta paix intérieure, tu es foutu. Tu dois, par exemple, on va dire, passer un concours, par exemple. Le concours, tu dois répondre à 100 questions en 2 heures. Au lieu de focus sur, on va dire, comment répondre aux questions, comment rester sérieux, toi tu es en train de réfléchir à quoi 1000 questions. Waouh, c'est beaucoup, hein. Tu es en train de voir combien de gens ont échoué déjà au test. Ou bien tu es en train de voir, tu parles avec quelqu'un qui te dit, moi j'ai échoué au test, c'était trop dur. Il y a un test, on a pris 2. Donc tu vois que là, tu te fixes maintenant vers ce qui va te déstabiliser. Au lieu de te fixer sur des points qui vont t'encourager, qui vont te donner la sérénité, qui vont t'amener en fait à donner le meilleur de toi pour réussir. Donc tout dépend de toi. Donc le filtre que tu fais ici, ne pas laisser entrer toutes ces mauvaises paroles-là aussi. Ça revient aussi à fixer des choses qui demandent, tu vas dire, à fixer les solutions qui vont t'aider à rester serein. Parce que c'est dans le calme et dans la sérénité que tu vas trouver la solution. C'est dans le calme et la sérénité que se trouve la solution. Et si tu commences à paniquer, c'est un problème. Et c'est important. C'est un sujet, par exemple, que peu de gens abordent dans tout ce qu'on a dans la recherche d'emploi ou bien dans le développement de carrière. Mais c'est important parce que la peur amène des gens à faire de mauvais choix en fait. À faire tout et n'importe quoi, par exemple. Et de voir que celui qui candidate et puis ça ne fonctionne pas, au lieu de réfléchir à comment est-ce que je vais mieux faire pour ne plus arriver à l'échec, le gars il continue sinon en fait à postuler de la même façon. Ça c'est une forme de peur aussi en fait. Parce qu'il se dit que si j'arrête de faire ça, ça ne marchera pas. Pourtant ça ne marche pas depuis longtemps en fait. Tu vois, mais il se dit si j'arrête de postuler 50 fois par jour, ça ne marchera pas. Alors que si tu t'arrêtes, que tu te calmes un peu, tu respires, tu analyses, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu fais un break, tu vas trouver la solution. Et tu vas mieux faire la chose en fait. Mais être chaque fois dans l'accélération en fait, c'est une forme de stress qui crée ça en fait. Et donc pour toi, ce qui te calme, c'est envoyer ton CV qui te calme en fait. C'est ton calme qui est là. Envoyer ton CV, envoyer. Ça c'est ton calme qui est là en fait. Et c'est un mauvais calme en fait. C'est ce que je veux dire. Donc c'est important en fait de pouvoir travailler ça. Sinon tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu vas demeurer en fait dans l'échec perpétuel. Et puis après, quand tu échoues plusieurs fois, ou que le même sujet en fait, te tracasse plusieurs fois, en fait, après ça agit sur ton mindset en fait. Sur ta manière de penser, sur comment est-ce que tu vois les choses. Tu deviens un peu parano, en griffe quoi. Mais je lui ai dit que en fait, mentalement tu te dis j'ai déjà perdu en fait. J'ai déjà échoué. Or celui qui ne mène pas l'action, il n'aura jamais de résultat. Sans semence, il n'y a pas de récolte. Donc la semence, ce sont tes actions que tu vas poser. Tu as semé quoi? Tu veux récolter quoi? Tu as semé la peur, tu as semé la panique, tu as semé le stress, et puis tu vas avoir le résultat. Tu vas avoir quel résultat en fait? Un mauvais résultat. Même pas de mauvais résultat, tu n'auras rien. Si au moins il y a mauvais, c'est que tu as eu le résultat. Mais tu n'as rien semé. Parce que après, avoir le mauvais résultat n'est pas un problème. C'est même très bien d'avoir le mauvais résultat. Parce que, vous savez, ceux qu'on appelle des gens expérimentés, c'est qui? C'est des gens qui ont connu tellement de problèmes et à cause d'un peu s'en sortir. Donc, ils savent qu'au
comment on sort des problèmes. Parce qu'il connaît le problème en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Imagine quelqu'un qui prend une route où il y a beaucoup de gros trous. Lui, il peut t'aider toi à traverser une route à problème. Parce qu'il sait comment on évite les trous. Il sait où on ne tombe pas. Quand on tombe là, comment on s'élève, comment on sort de là. En fait. Celui qui va toujours sur la route bien droite, bien lisse, est-ce qu'il peut t'aider? Et quand on dit aujourd'hui aux gens de partager leur expérience, ça ne pas des gens qui ont eu 100% de succès, c'est un échec. Certains des gens qui vont te dire, là, voilà comment on fait. Là, voilà telle situation, comment je me suis relevé. Voilà comment j'ai géré telle chose. Donc, l'expert est celui qui a rencontré beaucoup de problèmes et qui sait comment est-ce qu'on les détourne, on les surpasse. Et comment on se relève des problèmes en fait. C'est ça que la vraie expertise. C'est ta capacité à résoudre des problèmes qui fait toi un expert en fait. C'est un expert. C'est pas tes 10 ans d'expérience là qui font toi un expert. Ou ton master, ton doctorat, en fait, ils s'en foutent. C'est pas un expert parce que tu as un master ou un doctorat, mais tu as 20 ans d'expérience. Mais est-ce que tes 20 ans d'expérience, est-ce que ton master te permet de régler des problèmes actuels? Parce que en fait, dans notre vie d'aujourd'hui, on ne veut pas régler des problèmes, on veut juste travailler dans la tranquillité en fait, sans avoir à résoudre des problèmes en fait. Or, en vérité, ceux qui résolvent les gros problèmes, c'est eux qui sont recherchés, c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui sont mieux payés. Moins tu peux challenger, et moins tu es payé. Plus tu peux challenger, plus tu es payé. Plus tu peux résoudre des gros challenges, tu peux. Imagine, on te dit, bon, par exemple, je ne sais pas trop, hein, si tu as le marketing, on te dit, bon, on doit lancer un produit à l'échelle nationale. Tu as déjà peur. Tu vois? Après, on te dit, non, mais on doit lancer un produit, mais c'est pour une école, un petit peu une école là. Là, tu es serré. Tu vois que ça c'est ton domaine de prédilection. Tu maîtrises ça. C'est une école seulement. Maintenant, comment toi tu veux être au même niveau que celui qui gère des projets d'envergure nationale? Et puis tu vas être payé comme lui. Si tu veux être payé, il y a des gens qui se plaignent que mais moi je veux des salaires de 4 millions et puis je n'ai que les salaires, les postes où on paye à 200-300 000. Mais ça veut dire que tu dois élever le niveau en fait. Tu vois que ça, le gars stresse parce que, ou bien il n'est pas en paix parce qu'il se dit, mais chaque fois que je postule, je tombe sur des offres faites de 200-300 000. Donc il n'est pas en paix par rapport à ça. Ça me dérange. Ça me dérange en fait. Et ça fait qu'il n'est pas bien mental. Il se dit que apparemment je suis nul, apparemment je suis un échec. Mais en vrai, en fait, il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à accuser les autres. Non, je dis en Côte d'Ivoire, les entreprises là, ils exagèrent, ils demandent toujours pour les stagiaires, expérience, on pense à où? Donc, où il réfléchit à la solution. Son stress là commence à l'amener à vouloir mettre le problème sur quelqu'un en fait. Ou bien à critiquer les autres. Ou bien à envier. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont un succès apparent, et toi tu es là, tu les envies seulement en fait. Mais c'est pas ce qui est derrière en fait. Aujourd'hui, en fait, on regarde que la face, mais qu'est-ce qui est derrière? Ou bien, vous allez voir coach mais l'entreprise, oui, il y a piscine, il y a ici, il y a caméra, j'ai fait comme coach mais est-ce que tu connais mon derrière? Est-ce que tu connais ce que j'ai vu quotidiennement en fait? Il y a des gens, une fois j'ai vu un millionnaire américain qui dit que lui, moi je l'ai vu, il dit, ah c'est un millionnaire américain, grosse voiture, et lui il a dormi 3 ans dans des toilettes. Je lui ai dit ton histoire ne m'intéresse pas, je ne vais pas être comme toi, parce que je ne sais pas comment on peut faire pour dormir 3 ans dans des toilettes. Donc ça va, non? J'ai vu les millionnaires, ils vivent bien, mais est-ce que tu envies sa richesse? Est-ce que tu peux envier ça aussi? C'est quand on envie, il faut envier tout, hein? Ça c'est juste. Il faut envier l'histoire actuelle et le passé. Est-ce que tu es prêt, toi, dans ta vie, là, à vivre une épreuve où tu donnes 3 ans dans WC? Même si c'est propre, on va dire que c'est des hôtels de plateau de luxe. Est-ce que tu es prêt à vivre un truc où? Et puis encore quoi? Tu dois parce que peut-être que celui qui gère l'hôtel t'a donné l'accès, mais c'est pas légal en fait. Imagine-toi. Et puis que tu dois dormir là-bas à quelle heure? Tu dois rentrer au moment mini parce que les gens sont dans l'hôtel. Donc tu as une heure où tu dois rentrer et puis sortir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux? Mais te dis qu'après qu'il sera millionnaire, c'est les 3 ans là, tu penses que tu vas tenir en fait.
Au début, à cause des millions, j'ai pensé que je vais finir. Mais Donc vous voyez à la que... fin, là, tu vois pas. Ça dépend de tes objectifs. Mais après, vous voyez qu'il ne faut pas regarder ce qui est apparent, en fait. Il y a tout ça qui est derrière. Il y a tout ça qui est derrière. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es capable? Donc, le vrai travail, là, hein, ce qui est important, en fait, je veux dire, oui, c'est pas là, le début, c'est l'arrivée, c'est vrai. Mais c'est d'avoir, en fait, un mindset, donc un état d'esprit qui est fort, ok, par rapport à ce que tu entends, à ce que tu vois, à ce que tu vis. Une fois que tu auras travaillé à faire le filtre ici, tu as appris à t'auto-encourager, ok? Tu as appris en fait à ne pas masquer, au fait, à ne pas cacher tes faiblesses, ce qui te stresse, crée le stress, que tu arrives à mettre le doigt dessus et puis à réfléchir à comment est-ce que je sors de là. Je suis le chemin pour être tranquille. Et plus tu es en paix, plus c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Devant chaque situation, il te faut la paix, il te faut la sérénité pour avoir une bonne lecture. Et bien que une fois j'avais un truc comme ça où j'avais une marchandise, que ici on a envoyé marketing communication qui était bloquée. On avait fait une commande en Suisse. Ok, et puis le gars qui a fait, on a payé la douane, il n'a pas livré, il a donné le courrier à un ami qui devait venir à Abidjan, au mari qui devait venir à Abidjan. La veille de la livraison, parce que mon événement c'était un mardi je pense, et il devait livrer depuis une semaine, depuis 10 jours. Il n'a pas livré le colis. Et la veille de mon événement, il me dit non que le colis est à Brazzaville. Je l'appelle à 13h, il me dit non, il faut de voir, on dirait que ça va venir. Il dit mais comment ça on dirait que ça va venir en fait? Ça vient, c'est pas un cas. À 18h, il m'appelle pour dire non, le colis est bloqué à Brazzaville. Comment mon événement c'est demain matin à 14h. Le colis est à Brazzaville, comment je fais en fait? Et puis ça va être une grosse institution de la place. Donc là, j'ai stressé. Alors que moi, mon frère, il travaille dans une compagnie à Ringen, il est plus géré quoi. Mais en fait, je me suis rappelé après ce truc-là, cette situation-là, que j'avais des amis même qui étaient à Congo-Brazza. Mais sur le coup, j'ai oublié qu'ils étaient là-bas. J'ai cherché un ami qui pouvait gérer la situation. J'ai réfléchi pendant au moins 45 minutes. Je n'ai pas trouvé un ami qui vit à Brazza. J'ai plutôt trouvé un ami qui vit à Kinshasa en fait. Alors que j'ai au moins 3-4 amis proches que je connais, que je côtoie, qui sont à Congo-Brazza. Mais sur le coup, là, j'ai oublié qu'ils étaient là. Il fait du stress. Et j'ai pu avoir une autre solution, Dieu merci. Mais là, en fait, j'ai pas une mission de mais attends, lui, il est à Brazzaville, lui, il est à Brazzaville, lui, il est à... Il dit, mais c'est pas possible. Vous voyez? Parce que j'étais paniqué. C'est une grosse institution, en fait. Et puis, c'était dans le début de ma boîte, parce qu'on a commencé la boîte en 2016, juin, c'est 2018. Donc, j'étais pas encore bien assis, tu vois. Donc, j'étais un peu paniqué. C'est vous montrer que la panique, quand tu es en panique, quand tu es stressé, tout ça, tu ne vois pas, en fait, tu n'as pas la bonne lecture, tu prends les mauvaises décisions, et puis bon, après, bon, ça produit ce que ça va produire. Donc, c'est important, en fait, de faire attention à tout ça. Et puis, voici un peu, en fait, les solutions que vous pouvez utiliser pour faire disparaître tout ce qui, on va dire, dérange votre paix, en fait. C'est important de traiter tous ces éléments-là qui dérangent votre paix, et puis avoir la tranquillité. Pouvoir vivre, on va dire, aisément, et puis prendre les bonnes décisions dans chaque cas. Ça, on voit. Si tu es en quête d'emploi, ça dérange ta paix, tu as peur de l'entretien d'embauche, tu as peur de te faire envoyer, tu as peur de ne pas avoir ton master, tu as peur de la soutenance, tout ça. Ça te dérange au quotidien, en fait. Donc il faut traiter avec chaque cas. Traiter avec chaque cas. C'est important. C'est important de le faire. Donc, sur ce moment, je vais prendre des questions. S'il y a des questions, évidemment, ok. Et puis, voilà, s'il y a d'autres questions qui sont liées à autre chose, on les prend. Et puis, on avance. Oui, vas-y. Bon, merci monsieur. Vous aviez parlé de savoir, de limiter au fait le stress au maximum. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une astuce, ou soit quand tu es devant un recruteur, quelle est l'astuce que tu peux avoir pour pouvoir
Mais je vais te donner l'astuce. La première astuce, c'est la préparation. C'est la première chose. Plus tu es préparé, plus tu sais plus ou moins les questions qu'on va te poser, tu sais plus ou moins ce sur quoi peut porter l'interview d'embauche, là tu es déjà tranquille. Première chose. Deuxième chose, mindset. Parce que beaucoup se disent que je vais répondre à un questionnaire en fait. Alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Tu vas plutôt proposer ce que tu es capable de pouvoir apporter à l'entreprise. Quelqu'un te dit, je vais répondre à un questionnaire, j'aurai peut-être, on va dire, une heure d'interview d'embauche avec un DRH ou bien un recruteur, j'aurai 20 questions. Tu vois que là déjà, en fait, tu paniques en fait. Tu paniques déjà là en fait. Là, c'est mental, mindset. Donc dis-toi que mais je ne vais pas répondre à un questionnaire. Je vais plutôt, en fait, dire ce que je peux faire pour l'entreprise. Si, bon, toi, dis-moi ce que tu sais faire de mieux, en fait. Tu sais faire quoi de mieux? Cuisiner. Ok. Toi, africain, européen, africain. Comme toi, foutu sans grain des âges. Oui, bon, je te dis, bon, écoute, on a un rendez-vous là, il y a une blanche qui vient à Abidjan, tu vas lui expliquer comment est-ce qu'on fait le foot sauce grain. Si tu as réussi, on va t'embaucher. Là, tu stresses? Non. Pourquoi? Ça, je connais. Tu maîtrises, non? Donc, tu ne stresses pas. Tu as vu? Pourtant, c'est aussi une interview d'embauche. C'est aussi parce qu'on veut t'embaucher pour un mois chez elle, elle vient à Abidjan. Tu stresses pas parce que tu maîtrises la situation. C'est deuxième chose. Troisième chose, il ne faut pas avoir le sentiment d'infériorité. Tu te dis, bon, moi je suis une petite master, je vais aller devant un DRH, un recruteur. Et moi je suis rien, vraiment là, ils vont m'appuyer. Tu vois? Qui te mettent déjà en fait en position inférieure. Que vraiment là, je suis devant un DRH. Waouh! Dis-toi que en fait, lui, c'est le DRH. Toi, tu as la solution. Lui, il a l'offre. Toi, tu viens avec la réponse à l'offre en fait. Mais quand tu te positionnes comme inférieur au recruteur, il y a un souci. Beaucoup aussi sont influencés par l'apparence. Tu arrives à l'interview d'embauche, tu es tranquille. Quand tu vois le gars qui sort comme ça, bague en or, parfum même, tu as pris le costume même, et puis lui-même il est serré, il ne rit pas. Tu es déjà traumatisé. Il te dit, ah! Voilà le garçon qui est là. Ou bien c'est une dame où elle est moins sereine. Mademoiselle, en salle. Vous voyez, parce qu'en fait, on a une mauvaise perception de l'interview d'embauche en fait. C'est offre et puis réponse à l'offre. Or, vous venez demander. Voilà le problème. Tu viens demander. Donc tu as peur qu'on te dise non. Pas ça. Alors que on ne vient pas demander. Tu demandes quoi? Un emploi? Non. Tu offres quelque chose. Ou bien, si c'est bon, imagine que bon, tu viens me voir pour dire, coach Mel, je veux ton téléphone. Donc moi, je donne mon téléphone cadeau. Par rapport à quoi? Et voilà ce que beaucoup de gens veulent. Embauchez-moi. Mais pourquoi? Pour rien. Parce que j'ai un diplôme. Mais c'est vrai. Ou bien, tu viens là, embauchez-moi. Mais on te dit, bon, on te pose des questions. Tu es bloqué. Parce que toi, tu es venu, tu te dis, mais j'ai droit à ça. C'est un droit parce que j'ai un diplôme. Mes parents payaient 1 million, c'est un droit, donnez-moi. Mais c'est pas un droit. Tu n'as pas droit à ce poste-là. Pourquoi tu as droit à ça? Tu viens demander, donnez-moi. Tu ne donnes pas. Quand on vient faire l'interview d'embauche, on vient dire, voilà ce que je peux faire pour vous. Voilà ce que je peux apporter à l'entreprise. Voilà qui vous êtes, parce qu'on ne connaît même pas l'entreprise qui est en face de nous, ce qui est dommage. Voilà qui vous êtes, voilà qui je suis, voilà mon histoire. Moi, si je peux apporter petit. Tes 5,2 personnes là, on me dit, mais tu payes ça. Mais tu peux apporter quoi? Non, moi, il vient de dire, tu ne peux rien faire. Tu ne t'es rien fait. Voilà pourquoi tu stresses. Et parce que tu viens demander. Et tu sais qu'elle là même en âme et conscience, ne va pas te donner. Donc tu as peur du non. Ou bien, tu as peur du non. Donc c'est ce qui fait que tu stresses en fait. C'est profond hein, le truc. Donc c'est pas que simplement, j'ai parlé du sentiment d'infériorité par rapport
au recruteur, le manque de préparation, l'image que tu as du recruteur. Bon voilà, on revient à ce même sentiment d'infériorité. Et puis, tu viens de quel esprit? Tu viens demander. C'est ça qui fait que tu vas stresser. Donc si toi à la base tu as déjà peur de recevoir un non, quand tu viens, au lieu d'avoir, en fait, on va dire, la conviction de recevoir un oui, tu viens avec la peur d'avoir un non. On a dit au départ que si tu fixes un problème, ça t'influence. Plus tu fixes ta solution, plus tu gagnes en fait. Il y a pas les gens du gars qui parlent en public, n'est-ce pas? S'il fixe, il y a rien qui se lève pendant qu'il parle, il y a rien qui rit pendant qu'il parle, mais il est déjà mort en fait. Si tu vois. Mais quand il fixe celui qui est d'accord avec lui, qui fait comme ça, qui veut chanter, là, il fonce. Donc tout dépend de, tu vas en interview d'embauche, dans quel esprit. C'est comme des gens par exemple, qui, on va prendre un cas différent, qui doit loyer à son propriétaire, il doit un loyer. Il n'a pas le loyer, il n'a pas l'heure du loyer, n'est-ce pas? Le propriétaire vient. Pourquoi il stresse? Parce que de un, il n'a aucune solution à proposer à son propriétaire. Ah, propriétaire, je vais te payer 30 000 3 fois. Au moins, ça c'est une solution. Donc, du coup, tu as moins peur parce que tu te dis que bon, voilà, au moins je propose quelque chose en fait. Mais tu proposes rien à ton propriétaire. Non, pas donné. Mais est-ce qu'on dit des pardons? Ouais. Bah, après, il y a autre chose, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est important de comprendre ces points-là en fait. Une fois que tu as compris ça, que tu as changé ton mindset, ta manière de voir les choses, de concevoir. Parce que tel que tu penses, tu agis. Je pense donc je suis. N'est-ce pas? Donc tel que tu penses, tu agis. Et tu penses que c'est un droit pour te donner le poste parce que tu as eu ton diplôme, tu as demandé, tu ne feras aucune préparation. Parce que tu as déjà le sésame en main en fait. Tu as déjà le sésame. Donc tu vas aller sans préparation. Ah, c'est ta pensée qui t'a influencé. Tu as fait croire quelque chose de faux. Tu vois? Donc ça crée aussi beaucoup de mauvaise compréhension, beaucoup de fausseté. Et puis tu tombes dans le trou. Tu tombes dans le trou. Et pour ça, il faut avoir des devanciers, de très bons devanciers. Tu vois ce que je veux dire en fait. Un devancier, c'est celui qui est devant toi, qui a pris le coup, n'est-ce pas, pour toi, qui a ouvert le chemin. Donc il peut te dire là, mon petit, on tombe ici. Ici, là, va tomber. Souvent, mais il te dira rien en fait. Tu verras qu'il a échoué, tu te moques de lui. Ça, ça arrive. Alors qu'un devancier, il est fait pour ça. Pour que toi, tu puisses voir le problème. S'il y a un trou devant qui tombe dans le trou, pas te moquer. Il a payé le trou pour toi. Et que toi, tu vois que là, il y a un trou. On ne tombe pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça que tu peux faire en tout cas pour ne plus avoir des interviews d'embauche ratées, quoi. Maintenant, comme je dis toujours, si tu n'es pas expert dans un domaine, évidemment, tu seras à la bourre. Donc, c'est l'expertise que tu as développée en fait. Plus tu es compétent. Et comme moi, je m'assois ici, et il y a aussi des directeurs d'entreprise qui gèrent des milliards, en fait, mais je suis pas influencé. Parce que je sais de quoi je parle. Tu vois. C'est moi l'expert. Lui, il est expert dans son domaine. Voilà, il brasse les milliards. Ah, c'est son problème là-bas. Moi, ici, c'est moi l'expert. Là-bas, tu viens me voir. Donc, que tu sois directeur d'entreprise qui brasse les milliards ou pas, tu ne peux pas m'influencer. Parce que tu crois en ce que je te dis. Ou bien, c'est qu'il savait que tu n'avais pas venu ici. Donc, c'est ça, hein. Il faut croire en ce que tu fais si vraiment tu as l'assurance que tu es dedans, quoi. Oui, non. Allons-y à la question, hein. Allez-y, on est là pour ça. Hein. Oui, toi encore, tu as payé 1000 francs pour que tu es ici. On pas qu'on fait tout ça. Vous avez soulevé un point essentiel concernant les compétences. Parce que tu vas offrir à une entreprise des compétences. Et donc, quand tu sors comme ça de l'université, au fait que tu n'as jamais fait de boulot et tout, bon, tout est vraiment théorique. Tu ne sais pas en fait ce que tu peux apporter à une entreprise. Oui. Tu vas en fait dans le but de moins en quelque sorte. Non, voilà notre problème. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, on a regardé les mauvais devanciers. Bon, il n'y a pas de mauvais devanciers, excuse-moi. On a regardé des devanciers sans avoir la bonne compréhension en fait, des choses. Parce qu'en vrai, comme je dis, il n'y a pas de mauvais devancier. Même si le devancier qui a échoué, a raté, c'est pas un mauvais. Hein. Il a servi en fait d'exemple. Voilà comment est-ce que les choses sont conçues.
dois aller à l'école. Je dois bien étudier, n'est-ce pas? Me concentrer sur mes études, avoir mon diplôme et maintenant que j'ai le diplôme, chercher à travailler en entreprise. Voici le schéma qu'on a eu. Alors que ce n'est pas le bon schéma. Parce qu'on ne se concentre pas que sur les études. On ouvre les yeux très tôt pour regarder, mais je suis sur un marché. Je suis juriste, je vais rentrer sur le marché du droit. Aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises attendent d'un jeune juriste, un juriste junior qui sort de l'école? C'est quand tu vas commencer à échanger avec des juristes seniors, ils vont te faire savoir la réalité du terrain. Quand tu vas commencer à t'intéresser à ton domaine, aller à l'information, savoir de quelles compétences j'ai besoin pour performer, comment est-ce que les choses se passent ici, en Europe, au Japon, parce qu'on n'est pas expert seulement en Côte d'Ivoire, on est expert partout. C'est quand tu vas commencer à t'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans l'environnement du droit en Côte d'Ivoire, qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait ci, il y a quel événement auquel je peux participer pour pouvoir m'introduire, me connecter à l'environnement. Plus tu seras dans l'environnement en fait, plus tu vas comprendre des choses, plus tu vas te connecter, tu vas commencer à travailler, à ressembler au profil qui peut cartonner dans le domaine. C'est la première chose. Donc, il ne faut pas être à l'école juste et puis être focus sur les études. Il faut être focus sur les études et en même temps être connecté à l'environnement dans lequel on évolue. Et ça, on se comprend un peu. Donc, connecté, c'est comme des gens, quelqu'un par exemple qui fait comme toi droit. J'en ai eu un ici. Après, ça a marché pour lui. Le gars, il a fini son master et il a commencé à se connecter à son environnement. C'est là qu'il a appris que non, on lui demande de maîtriser telle chose, de connaître ça. Il dit, mais ça, là, moi, je ne sais pas au courant. Et il est découragé parce qu'il s'est dit, il a fait 5 ans d'études, mais je dois retenir encore pour apprendre des choses. Il ne savait pas. Parce qu'il n'était pas connecté. Il était dans sa bulle, en fait. Il était focus sur quoi? Tu sais, c'est 18, c'est 20, n'est-ce pas? Son diplôme, son honorable. Or, on ne mange pas ça. En Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai créé mon entreprise, fin du mois, j'ai un chiffre d'affaires à réaliser. Mais il n'y a pas comme tu as pris 2 demoiselles qui viennent de telle université, on te verse chaque mois 300 000, n'est-ce pas? Donc, à toi de te connecter. C'est comme une jeune fille que j'ai prise ici en coaching, elle fait caisse. Mais la go, en fait, lui a dit, mais est-ce que tu es au courant qu'il y a un grand groupe français qui arrive en Côte d'Ivoire, qui va recruter près de 240, non, qui va ouvrir peut-être, on va dire, qui va ouvrir en Côte d'Ivoire plus de 200 magasins. 200 magasins, elle ne sait pas. Bon, dans chaque magasin, il y a, je me dis, parce qu'ils font 24 sur 24, c'est un magasin qui ne ferme jamais en fait, ils sont toujours ouverts. Donc il y a au moins 8 caissiers par magasin, peut-être, et plus. Faire 8 fois 240 ou 250, c'est comme les caissiers qui vont en venir. Mais elle ne sait pas, parce qu'elle n'est pas connectée à l'environnement. C'est la première chose. Deuxième chose, on pense que l'expérience, on l'acquiert seulement en entreprise. Or, c'est fou. Si aujourd'hui, toi, tu crées ton propre petit business, tu as des amis qui ont leur entreprise, leur petite affaire, tu commences à les aider à faire des contrats, tu commences à les aider à pouvoir, on va dire, créer leur entreprise, tout ça, tu vas voir que tu vas commencer en fait, à gagner de l'expérience. Tu vas savoir, en fait, en vrai, comment on crée un vrai contrat, par exemple, quand on veut faire un papier d'entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté, les contrats. Donc, tu vas commencer à avoir de l'expérience en créant ta propre expertise ou ton propre business, en fait. Première chose. Donc là, tu as acquis de l'expérience. Deuxième chose, il y a la vie associative qui est là, en fait. Les ONG, le bénévolat, tout ça, en fait. J'ai dit une fois au guide de l'emploi que quand tu as fini le guide de l'emploi aujourd'hui, allez-y taper dans ton boîte pour dire moi je vais travailler pour vous gratuitement en fait. Il y a 3 qui ont fait et ça marche. Il y a un qui a fait un témoignage. Les juristes comme vous, j'allais dans un cabinet. Bonjour, je suis jeune juriste, je fais un stage de 3 mois. Bon, bref, c'est la même chose. Les humains. Donc, et puis on l'a pris. Il a fait les 3 mois de stage. Mais bénévolement, il a appris. Parce qu'en fait, si tu cherches l'argent, autant d'avoir l'expérience, tu auras besoin de l'expérience. Pas de comment. Si autant de chercher l'expérience, toi tu veux l'argent. Au moment d'avoir l'argent, il va te manquer l'expérience. C'est-à-dire que là, en ce moment, tu vois dire que tu es encore étudiante, tu es encore chez les parents, du coup, tu peux te sacrifier, faire des stages
on te prend comme Bella. Pour moi, forme, c'est ça qu'on doit te faire. Tu prends comme Bella même. C'est-à-dire qu'on doit te presser même. C'est-à-dire qu'on doit t'exploiter, en vrai, en fait. Plus on t'exploite, plus tu rentres dans les secrets de Dieu, plus tu deviens experte, plus tu maîtrises le game. Et puis quand tu finis ce parcours-là, où il te fallait l'expérience, maintenant tu te vends cher. Ça, je comprends. Donc il y a ça aussi. Et puis même souvent quand tu vas travailler, on va dire dans chaque église ou mosquée, a forcément un département juridique. Je pense ça. Les églises aujourd'hui, les mosquées, l'enforcement, volet juridique. On travaille dans ce département juridique, bien communication par exemple. Quand on va à l'église, tu es avec un expert en communication. Parce que c'est une église. Tout le monde croit au même Dieu. Donc tu peux avoir un expert, un vrai expert reconnu mondialement qui est dans ton église. Toi, tu apprends avec lui directement en fait. Tu as accès à lui. C'est une grosse expertise que tu as. Mais comme on a les yeux fermés, on n'arrive pas à voir les opportunités. Il y a un problème. Là, je n'ai parlé on va dire au dernier pour voir la vidéo sur YouTube, comment reconnaître l'opportunité. Donc, c'est le deuxième schéma. Pour avoir les compétences. Après aussi, le troisième schéma, c'est qu'au-delà de ce que tu as appris à l'école, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ton domaine d'activité. Donc, tu fais de la formation de manière continue. Se former, ce n'est pas que faire 6 mois de formation. Quand il y a un mot que tu ne comprends pas, que tu vas sur Google ou sur YouTube, et puis tu apprends, là, c'est de l'apprentissage en fait. Ici, qui fait marketing ici? Qui fait commercial, marketing? Ici. Quand on dit de capter des leads, c'est quoi des leads en fait? Les leads. Ouais, des leads. C'est en rapport avec. C'est en rapport avec Internet. Non, justement pas. Les leads. Les leads, c'est plus ou moins, c'est comme une liste de prospects en fait. Qu'il faut convertir maintenant en fait. Bon, bref. Vous voyez? Tiens, client. Ok. Un client. Donc quand on dit on veut une liste de leads, c'est des potentielles personnes qu'on va prospecter en fait. C'est ça les leads en fait. Donc vous voyez que plus tu vas voir que tu es connecté à ton... Tu vois que là il vient d'apprendre quelque chose comme ça. Sans aller faire une formation de 1000 jours ou bien quoi. Donc on apprend constamment en fait. Et puis tu dois faire des certifications aussi pour te spécialiser. On se dit, comme j'ai déjà mon diplôme, pourquoi j'allais payer encore 50 000 ici pour formation? Pourquoi j'allais payer encore 10 000 ici? Parce qu'on dit, bitch, par ici, 10 000, bien 50 000. Là, tu casses la tirerie même, qui t'a tout diesel là-bas, avec tes copines. On faut apprendre aujourd'hui à investir dans sa formation. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit non, formation payante, donc quand il est gratuit, alors c'est gratuit, non? On dit non, c'est payant. Ah non, ça m'intéresse plus. Ça, alors, tu es inscrit dans oui, ça m'intéresse, c'est bien, d'accord. C'est payant. Ah non, je voyage. Quand c'est payant, tu voyages, ou bien tu as un empêchement, ou bien tu es malade tout d'un coup. Si tu ne veux pas investir dans ta formation, plus tu investis, plus tu grandis, plus tu auras un retour sur investissement. Donc apprenez à mettre l'argent. Votre argent, on va lire dans formation. Si tu ne manges pas qu'on fout une fois par mois, le reste de l'argent de poche, ça rentre dans la formation. Maintenant, il y a autre chose, mais je n'ai pas couru ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait. Je vais donner un dernier élément en fait. Aujourd'hui, en entreprise, on ne cherche pas uniquement en fait des gens qui ont des compétences techniques ou des machines. On va dire qu'on ne veut pas un robot. Il fait ça, il fait. On cherche des personnalités, donc des gens qui ont des valeurs en elles, qui vont les aider à mieux performer dans leur carrière professionnelle. Quand on voit aujourd'hui un comptable, on ne demande pas un comptable qui est forcément, qui est hyper bon techniquement, on va dire, on veut un comptable qui est honnête, qui est organisé, qui a le sens du détail. Donc on donne des valeurs en fait qui sont pour nous hyper importantes pour être un juriste, pour être un comptable. Sinon, ce n'est pas la peine. Et ces valeurs-là prédominent sur quoi? Sur même le volet technique. C'est comme si tu dis à deux personnes, bon, on donne des Range Rover. Celui qui sait mieux la manipuler, donc qui est beaucoup plus, on va dire, lucide, qui sait mieux gérer, va plus durer sa Range Rover que celui qui est un peu la tête dérangée. Parce que les deux ont une grosse machine, mais qui est au volant. Et le volant, là, ce sont tes valeurs en fait, personnelles. En fait. Quand on dit un commercial, on va dire il est dynamique,
il a le contact facile, ok, il sait se faire aimer par exemple, il peut parler en public. Mais si tu parles un commercial qui connaît comment est-ce qu'on peut capter des leads, il connaît tout, mais il a peur du public, du contact, est-ce que c'est un commercial? Est-ce qu'on apprend ça à l'école en fait? Donc tu as beaucoup de valeurs qui peuvent intéresser les gens. Aujourd'hui, c'est une valeur, un élément qui est important pour les boîtes, c'est d'avoir des gens de confiance, des gens disponibles. Donc tu peux déjà veiller, dire moi je ne sais rien côté juridique, bien côté, je ne sais pas quoi, ce que tu fais là. Mais je suis disponible tous les jours, même samedi. Voilà ce que moi je peux apporter déjà en fait. Ma disponibilité. Je dois dire moi, je suis très organisé. Par exemple. C'est une force qu'il a. Je suis très organisé, j'ai le sens du détail. Mais chaque valeur que tu donnes, tu dois pouvoir la démontrer. Hein. Tu ne peux pas dire non, je suis organisé. On dit pourquoi? Tu n'as pas expliqué. Tu dois pouvoir expliquer et dire pourquoi tu dis que tu es très organisé. Et très souvent, il faut dire, ce n'est pas avec des éléments forcément techniques qu'on va l'expliquer. Tu peux l'expliquer en utilisant des éléments de tous les jours. Parce que moi, quand j'arrive dans le bureau, je range toujours les choses. Dans ma chambre, tout est toujours bien ordonné, bien rangé. Donc tu prends des éléments, on va dire, de tous les jours pour expliquer une valeur en fait. Tout n'est pas une question de vie en entreprise. Hein. Ok? Si on dit par exemple, on va dire quoi, je suis courageux par exemple. Comment tu peux justifier le courage? Peut-être que tu habites dans un quartier un peu dangereux. Tu vois, non? Et que toi, chaque soir, tu te promènes tranquillement dans le quartier avec les gars dangereux. Tu n'as pas peur. Lui-même, vous connaissez le quartier. Est-ce qu'il peut se promener là-bas à 23 heures? Question. Ça a l'air un peu bête, mais c'est ça. Le truc. Arriver à justifier chaque valeur que tu dois en avoir en fait. Donc tes valeurs là vont t'aider à décrocher un job. Surtout pour les juniors en fait. Il y a des postes où on ne peut pas dire qu'on s'en fout, mais où c'est à valeur égale en fait. Les valeurs et le volet technique. Il y a des boîtes aussi où l'un dépasse l'autre. Mais pour des juniors comme vous, c'est vraiment les valeurs qui vont vous aider au fait. Donc tu peux venir uniquement avec tes valeurs. Je suis organisé. C'est pas ce que tu fais. J'ai le sens du contacteur, je sais pas, ou bien je suis méticuleux dans ce que je fais, ou bien je suis autonome quand on me donne un truc à faire. Une fois que j'ai mémorisé, je peux le faire facilement et rapidement, ou bien je suis serein. Devant chaque heure, il y a des métiers où tu dois garder la sérénité. Parce qu'il y a toujours des problèmes, par exemple. Mais si tu n'es pas serein, que tu stresses vite, ce métier-là, tu as l'intelligence, mais que tu n'as pas en fait toutes ces valeurs-là en fait. Tu n'as pas la patience, tout ça, tu ne pourras pas. Il y a des métiers où les clients te font péter un câble en fait. Mais tu peux être bon, tu peux être très bon commercial et tout. Mais ici, là, c'est pas ça qui va te sauver. C'est la patience qui va te sauver. Le calme qui va te sauver. Donc, quand tu vas te vendre devant un recruteur, il ne faut pas uniquement chercher uniquement en fait, des éléments qui sont liés à tes compétences techniques, même de juriste, même de marketeur. En fait. Regarde, mais quelles sont les valeurs que j'ai en moi qui font de moi une excellente. Toi, tu fais quoi déjà? Une excellente économiste, par exemple. Quelles sont les valeurs qui font de moi un excellent architecte, par exemple? Quelles sont les valeurs qui font de moi un excellent commercial, par exemple? Et ces valeurs-là vont, on va te donner la valeur, on ne va pas me répéter, mais ces valeurs-là vont peser dans la balance. Si tu vois un peu. Donc quand tu te vends devant un recruteur, c'est pas, faut pas dire comment je viens de l'école, je connais que la théorie, mais qu'est-ce que tu as en toi? Il y a forcément quelque chose que tu as en toi. Aujourd'hui même, savoir écrire correctement, sans faire de fautes, là, c'est un grand atout. Hein? Tu comprends même. C'est un grand atout. Savoir utiliser Word correctement. Bien, il n'y a pas dit Word. Bien souvent, les gens pensent qu'ils savent utiliser Word. En vrai, ça peut utiliser Word. Beaucoup m'ont dit je suis excellent Word. Test. Poteau. Donc, savoir utiliser Word correctement ou Excel correctement, c'est un atout. Savoir utiliser des logiciels, par exemple, qui te permettent de pouvoir être beaucoup plus efficace, comme Google Form, Google Calendar et autres. C'est un atout, par exemple. Donc, il ne faut pas chercher uniquement en fait, dans le volet technique. C'est vrai qu'il faut avoir la technique et les valeurs pour équilibrer, pour créer un équilibre et peut-être être performant, mais
Si tu n'as pas ça au début, regarde qu'est-ce que j'ai en moi qui peut faire ma force sur ce volet-là, en fait. Ou qui peut amener le recruteur à se dire, j'ai besoin de toi. Parce qu'une équipe, c'est tout le monde, en fait. Ok? Il y a des gens dans les équipes qui ne sont pas les plus forts, mais ils savent motiver les autres, en fait. Ou bien il y a des doyens dans les équipes, là. C'est pas la plus forte, mais quand elle est là, tout le monde est serein. Donc on la maintient dans l'équipe parce qu'elle donne la sérénité aux gens, en fait. Tu vois? Pas parce qu'elle est la meilleure techniquement, en fait. Donc c'est une équipe. Donc quand le recruteur prend, il sait que si je prends celle-là, par exemple, elle a la facilité d'approcher des gens et parler avec eux, par exemple. Tu vois? Donc c'est que toi, si on va dans des événements où il y a des DG, des directeurs, il peut compter sur toi. Parler au DG, au directeur. Si tu sais t'habiller, ou l'amuser, si tu sais t'habiller, il y a des métiers comme ça, vous allez voir que les gens qui sont au cabinet de l'audit et autres, pourquoi ils sont payés cher? Parce qu'il doit avoir l'habillement, il doit avoir un certain suivi. Parce qu'il y a des clients, en fait, tu peux aller voir le client et tu es mal habillé, quoi. En fait, un costume bien tiré, épinglé, bien parfumé, bien coiffé, c'est les dames. Quand les clients voient ta montre, c'est que toi, on peut traiter quoi, en fait. Il y a des domaines comme ça, en fait, où il a bien fait le mal. J'ai pris un gars ici qui me dit qu'il était dans une boîte où il vendait les terrains de 200 millions. Mais quand il finit le rendez-vous, il doit rentrer en voir. Donc quand il finit le rendez-vous, parce qu'il n'a pas de voiture de service, quand il finit le rendez-vous, le client le suit jusqu'à dehors pour voir dans quoi il va monter. Mais tu me vends un terrain de 200 millions. Et toi, tu n'as pas de voiture. Est-ce que tu es crédible, en fait? Donc toi, tu as un élément de pratiquement 200 millions, puis tu as beaucoup de terrains, de 200 millions, donc tu as des milliards, et qui n'a pas une voiture. Mais une boîte qui a beaucoup de terrains qui valent des milliards, tu ne peux pas acheter une voiture de 15 millions à son commerçant, il y a un problème. Bref, c'est pour dire qu'en fait aujourd'hui, tu as beaucoup d'éléments que tu peux utiliser pour te vendre. Chacun a de quoi aujourd'hui donner à une entreprise. C'est donnant-donnant. Je te donne l'opportunité de travailler dans mon entreprise, je te donne une prime par exemple, je te donne un environnement de travail, mais toi tu me donnes quoi en retour en fait? Tu me donnes quoi en retour? Non, je vous donne mon diplôme. Donc attends. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il faut changer le mindset. Il faut changer votre manière de voir les choses. Chacun de vous a quelque chose à apporter à une entreprise. Chacun de vous, on a assis. Même si tu es en première année de licence, tu as de quoi apporter à une entreprise tout de suite. Et puis te faire embaucher. Mais il faut apprendre à se connaître soi-même d'abord. Pour savoir qu'est-ce qui en moi est une force. Parce que comme aussi on ne se connaît pas en fait aussi, on pense qu'on est nul entièrement, qu'on n'a aucune force qui peut intéresser le recruteur. Donc chacun de vous a une force. Si toi tu es dans le mouvement là, hein, comme la caméra allumée, pas dire le mouvement, on sait que toi tu es une guerrière. Ou bien, il n'y a rien qui peut te faire. Donc il y a des postes, si tu es un juriste, qu'il y a beaucoup de litiges, on sait que toi tu es une qui est sereine. Devant le client, même s'il y a un problème où on n'a pas raison, tu restes sereine, tu discutes avec le client. C'est une force. On ne dira pas non que comme tu as un master ou bien quand tu prends des guides, non, elle est sereine devant les situations. Et comme on a beaucoup de litiges, on a besoin de... Voilà pourquoi on a recruté en fait. Donc toi tu dois savoir qu'est-ce que je vais dire. D'abord tu dois connaître d'abord la boîte où tu vas aller faire l'entretien. Tu dois connaître, mais avec qui je fais l'entretien. C'est quelle entreprise? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Et tu vas voir que, en regardant bien, c'est ce que je viens de dire, la sérénité. Quand tu as dit que moi je suis dans tel mouvement, c'est moi je suis devant, on me dit, ah, ça tombe bien. Voilà quelqu'un qui peut être sur le terrain, qui peut... Si vous voyez ce que je veux dire. D'autres vont venir avec leurs relations aussi. J'ai pris un gars comme ça qui devait rentrer dans une microfinance, mais le gars il n'a pas eu de BTS parce que lui il a fait le BTS en 2004. On s'est vu en 2018, il n'a pas eu de stage pour valider le BTS. Donc en pratiquement 14 ans, il n'a pas eu un stage pour valider le BTS. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir les tomates des villes de l'intérieur du pays, sur les marchés ici pour libérer les trucs. Et puis il a postulé pour une microfinance. Il me dit, mais moi je fais que ça. Qu'est-ce que je peux apporter à la microfinance? Je lui ai dit, mais que fait la microfinance? Elle finance les petits commerçants, les petits projets. Toi, tu as une base de données en fait, de plusieurs petits commerçants à l'intérieur du pays et à Abidjan. Donc, tu ne vas pas avec tes diplômes, tu vas avec ton portefeuille. En fait.
Donc là, tu te vends avec quoi ton portefeuille? Le gars tremblait trop. Hein. Il n'était pas sérieux. Il tremblait trop. Après, moi, je l'ai plus revu. Il n'était pas sérieux. Puis il était frustré de la vie aussi, quelque part. Et c'était à l'époque de Dougou TV. Donc moi, je lui ai expliqué tranquillement, mais moi, j'ai parlé que non, il y a un jeune. Je dis, mais c'est pas moi qui ai reçu. Que pourquoi le ministre a fait un champion? Toi, tu viens me voir ici à 8 ans, parce que moi, il y a reçu Dougou TV. C'est pas moi. Mais il était frustré, il est ici. Allez là. Il avait attrapé de Goutigi, elle le tuait. Oui, parce que tout ça, le stress, ça produit l'envie aussi. Ça ne fait pas attention. Donc tu vois que tu as tout aujourd'hui, toi, où tu es là, pour décrocher un job. Tout est possible à celui qui croit. Moi, en licence deuxième année, j'ai formé les masters de mon école. Derrière le logiciel qu'on utilise pour faire les études de marché. Je travaille déjà pour des boîtes ici et là. Deuxième année de licence. Donc, et même encore, quand j'ai commencé mon stage, des boîtes ici en deuxième année, j'ai envoyé mon entreprise sur un marché de 28 millions. Mais qui a échoué. Parce que j'avais un ami, au fait, le réseau, qui m'a dit, ah, mais toi, tu as essayé, oui. Il dit, bon, nous, on veut faire, c'était une boîte de communication, quoi. On veut faire un tableau électrique un peu sur une villa, là, en fait. Donc, je suis allé moi, donc j'ai vu mon DG. Le DG, le DAF, tout le board se déplaçait à moi en voiture, cortège, je ne peux pas dire. Là, ils m'ont respecté un peu. Tu vois que là, c'est le réseau qui a parlé. Ce n'est pas mes compétences. J'ai un ami à qui j'ai parlé. Ta bouche, ton premier outil, publicité. On va aller en profondeur, les amis. Hein. D'autres questions, ma chérie. Non, tu as eu pour 10 000. Hein. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, en fait, ta bouche, c'est ton premier outil publicitaire pour te vendre, ok, et pour mettre en avant tes capacités. Donc, quand tu fais un stage quelque part, par exemple, il faudrait que tout le monde sache que tu fais. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je peux vous apporter. Moi, c'est dans cela que moi j'ai eu à rencontrer une dame, ce que moi j'appelle les affaires, une connexion, j'oublie le thème, mais j'ai rencontré une, comment on appelle ça, je veux dire, je n'ai pas dit connexion divine, mais c'est un peu le thème, mais j'ai rencontré une dame qui 4 ans après m'a ouvert les vraies portes des gros marchés. Mais parce que simplement j'avais un ami qui bossait là-bas, je lui disais, ah, moi je fais un stage ici, voilà ce qu'on fait. Il dit, mais viens voir ma patronne, c'est jamais. Donc c'est d'en parler à tout le monde là que j'ai eu des opportunités comme ça en fait. Donc quand tu fais une activité ou bien tu donnes une entreprise ou que tu stagiaires, il faudrait que tout le monde sache, voilà où je suis. Des gens vont dire non, mais il est sorcier. D'accord. La vie, c'est les risques. Partout, il y a les sorciers. Donc, il faut que ta bouche là soit ton premier outil. On sache ce que tu fais. Même quand on parle de ses compétences personnelles, en fait. Si aujourd'hui, moi, je sais que toi, tu es très habile sur des questions, je ne sais pas quoi, d'économie, je ne sais pas, de marché, on ne sait jamais. Je peux montrer quelque part où on me demande de recruter une jeune économiste. Directement là, je pense à toi en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens autour de vous entendent souvent des opportunités qui peuvent vous s'intéresser. Mais comme ils ne savent pas ce que vous faites, ça passe à côté. Beaucoup de gens en fait entendent souvent des opportunités. Et tu vois qu'un jour, il va te dire, ah, donc tu fais ça. Mais ils ne savaient pas. J'avais une opportunité ici, au fait. Mais comme tu m'as dit maintenant, je vais penser à toi. Et puis tu te dis, ma mère, j'aurais dû lui parler plutôt de ce que je faisais. C'est pour ça qu'il faut parler. Moi, tout le monde sait ce que je fais. Dans mon environnement, là, tout le monde sait. Parce que je poste beaucoup, j'ai une bonne audience, je parle beaucoup. Donc, tout le monde. Là, moi, j'ai rencontré un de mes profs de première année de licence qui m'a appris en 2012. Devant la banque, on s'est rencontrés au mois de mai. Il dit, ah, Mike, ça va? Mais je vois ce que tu fais, tu bouges là. Je ne sais pas vu depuis 2012. Mais c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, donc c'est important en fait. Hein, c'est important. Après, on pourra parler du réseau. Il y a des vidéos sur la chaîne de Tempo, j'ai parlé un peu de développer le réseau. Je ne sais pas trop où regarder. Mais aujourd'hui, c'est important d'avoir un réseau. C'est très important de développer un réseau. Aujourd'hui, Tempo est bâti sur les réseaux à 90%.
Et même, on voit même à 95%. Je vous donne une simple histoire. Tout à l'heure, je parlais d'être connecté à son environnement, non? De savoir qui est qui fait quoi, n'est-ce pas? Une fois, je partais chez mon coiffeur, et puis je regarde un peu, parce que comment je marche un peu, j'observe quoi. Je vois un gars là, moi j'étais ici, lui était carré le côté de la route. Il devait une pharmacie. Puis ça, il rentre over, mais tu reconnais le visage en fait. C'est le DG d'une grande banque. Et encore, il n'est pas le DG de la banque. Lui, il est le DG de plusieurs DG. C'est-à-dire qu'il y a les DG régionaux. Et lui, c'est le patron de tous les DG de la sous-région ouest africaine. Et il est reconnu. Parce que je suis dans le milieu, c'est qui fait quoi. Le gars rentre dans la pharmacie. Il y avait ce jour-là au moins 20 personnes dans la pharmacie. Personne ne savait qui c'était. Oh, peut-être que ton problème là. Voici la solution. Peut-être que tu as postulé dans la haie. Tu as fait de la boîte. Tu as postulé à la temps dans l'entreprise là-bas. Et voici le DG du DG qui est devant toi. Un week-end, en jean, polo, je sais pas. J'étais avec mon ami, un de mes amis. Il dit attends, moi, derrière la pharmacie aussi. Il a fait un médicament. Vous connaissez mal. C'est rentré là-bas. Il a pris un médicament, mais après je n'ai pas payé. Il a pris le médicament, il a posé lui, on a connecté, paf. Il s'est cherché. Voilà comment j'ai rencontré ce gars-là en fait. Je lui ai connecté, il y a des projets en cours, tout ça. Et plusieurs cas comme ça en fait. Plusieurs cas. Et après aussi, quand tu les vois, il faut savoir ce que tu vas leur dire. Parce que beaucoup de gens ont peur d'approcher. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Tu vois, tout ça, c'est. Là, il faut quoi? Il faut de la préparation. Mais il faut se connaître d'abord. Savoir c'est quoi ses forces. Et puis savoir quand je rencontre un DG ou un truc, qu'est-ce que je peux lui dire, de quoi je peux parler, de quoi je ne parlerai pas. Il faut apprendre à maîtriser sa communication aussi. Pour savoir de quoi je peux parler ici, sans me contredire plus tard. En fait. Parce que souvent, tu vas voir que tu as parlé d'économie, alors qu'en vrai, en fait, tu n'es pas très pointu en économie. Donc quand les gars commencent à développer, tu es bloqué. Toi-même, tu viens de lancer un sujet que tu ne maîtrises pas, sans le savoir en fait. Alors que tu dois en fait avoir une image d'expert. C'est quand on discute avec des gens qui sont des chefs d'entreprise, on va dire amis ici comme ça. En fait. En ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. Peut-être qu'ici, il y a la fille, la cousine du ministre de l'Emploi, il ne sait pas. Donc, si en parlant, je montre que je n'ai pas une bonne expertise, je rate. Donc, même quand tu parles tous les jours avec des gens, on doit sentir l'expertise économique. Elle est bonne en économie, elle maîtrise le sujet, tu vois. On doit avoir cette impression-là, en fait. C'est comme si tu vois Drogba aujourd'hui. On avait vu c'est aussi Drogba, le footballeur, de Drogba, l'homme privé, en fait. Tu vois, non? Si tu vois Drogba faire la musique, c'est bizarre. Drogba qui chante. C'est bizarre. C'est inimaginable. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sa qualité est reliée à sa personnalité. Et on doit arriver à ça, en fait, aussi. À relier notre personnalité à notre expression, à notre personnalité. Et puis dans toutes les situations, quand on s'exprime, on sent un expert en fait quand on est parlé. Vous voyez, non? Allons avec les questions. Hein. Si on a d'autres questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 15 minutes. Au moins, ce côté là, beaucoup parlé. Ah, c'est du Pougon. Hein. On a beaucoup parlé là. Hein. Okodi, Danga. Et c'est Danga même. Dès que là-bas, là, vous avez le silence total. Okodi aussi, il y a beaucoup de bruit. Oui, vas-y. Par exemple, quand tu vas en entretien, oui. Donc, par exemple, tu es habitué à un environnement détendu, tu te sens à l'aise dans cet environnement. Et puis tu vas, par exemple, à un entretien, puis l'environnement est tendu. Oui. Même si tu es préparé, là, ça stresse aussi. Comment faire évacuer ce stress? Oui, mais après, ça revient aussi à pouvoir s'adapter. Ok. Maintenant, pourquoi tu dis que l'environnement est d'abord tendu d'abord? Pourquoi? Parce que les gens ne parlent pas comme tu veux, ils parlent, ils sont. Vous avez donné un exemple, oui. par exemple, les recruteurs viennent, mademoiselle, venez. Ça mine déjà, ça fait peur. Oui, mais en face d'une tempête, il faut rester calme. En face de quelqu'un qui a l'air de vouloir te déstabiliser, c'est la sérénité, le calme qui vont faire que tu vas pouvoir tenir. Parce que si tu veux suivre
tu veux le suivre, en fait, tu es déjà mort. Le gars, il parle, tu sais, toi, si tu veux, tu es paniqué. Donc, c'est en restant calme et sereine que tu vas arriver à répondre à ces questions sans trembler et puis avoir la réflexion claire, en fait. Souvent, tu vas voir que le gars te pose des questions rapidement, en fait. Et toi aussi, tu veux répondre rapidement aussi. Donc, en voulant répondre rapidement, tu vas parler, puis arriver au milieu de la phrase, tu as oublié le début. Donc, tu parles, non, puis tu es bloqué. Tu ne sais plus par où on a commencé. Simplement, tu n'as pas resté calme, en fait, devant la situation, en fait. Tu n'es pas resté calme. Donc, la seule chose à faire, ce n'est pas de suivre celui qui est en face de toi, en fait. C'est de rester serein et calme, quelle que soit la tempête qui est en face de toi, en fait. Ou ce qui pourrait te déstabiliser, par exemple. Maintenant aussi, si toi tu es quelqu'un de très on va dire, jovial, qui bouge, pourquoi tu veux que lui soit comme ça, en fait? Chacun a son... Voilà, lui pour lui, après c'est ça que je dis, quand on va faire l'interview d'embauche, il faut bien observer l'environnement dans lequel on est, en fait. Toi tu aimes plutôt rigoler, mais tu vois que là-bas, ils sont plutôt droits. Donc il ne faut pas rire bêtement. Il ne faut pas rire comme ça, il faut rester dans le... Après, il ne faut pas aussi changer sa personnalité par rapport à eux. Mais si tu aimes rire aux éclats, tu vas juste sourire, en fait. Ça peut aussi le déstabiliser. Ok? Donc, tel que tu es, l'autre n'est pas comme ça, en fait. Attends de pouvoir t'adapter par rapport à ça, mais de toujours rester serré. Et puis, ne pas faire changer ta personnalité par rapport à lui. Donc, si lui, il a la mine serrée, toi aussi, tu as la mine serrée, il y a un problème. Après, je ne vais pas dire rire aux éclats, mais je veux dire que si tu es quelqu'un de jovial, qui aime sourire, qui aime truc, tu vois que comme lui là-bas, sa figure est serrée, toi aussi tu sais ta figure. Si tu vois. Il faut rester soi. Si tu es quelqu'un aussi qui n'aime pas trop rire, trop sourire, il ne faut pas vouloir rire parce que l'autre rit aussi. Sinon, par fini, tu parais un peu dérangé. Mais toi, quand tu vas rire, ça ne compte pas, toi, tu vois. Hein? Ça compte pas. En fait, il y a des gens que tu les vois. Quand ils rient, il y a peut-être qu'ils sont un peu dérangés. Parce que eux, leur truc là, c'est être serré. Mais un gars qui aime rire, qui veut être serré, ça fait rire aussi. Donc il faut rester soi-même, en fait, devant le recruteur. Ok? Et puis avoir un calme et une sérénité, pas possible. Ne pas suivre le rythme. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais comme je l'ai dit, s'il pose des questions rapidement, ne pas répondre rapidement, par exemple. Et puis arriver aussi à gagner le gars. Très souvent, le gars peut te poser des questions un peu énervantes aussi. Si tu rentres dedans, en fait, c'est-à-dire dead. Tu vois? Donc il faut rester dans son registre. C'est important, en fait. Sinon, tu risques de faire n'importe quoi. Est-ce que ça va? J'ai répondu à ta question? Oui, ça va. Ça répond à ce que tu as. Oui, d'autres questions. Mais toi, tu veux parler encore? Non. Ah, d'accord, tu as trop parlé. Un peu des questions. Ah, poser des questions. Toi, tu n'allais pas croiser. Ah, des sirènes comme ça, quoi. Ta sérénité qu'elle a. Ah, d'accord. Ça peut des questions, on a fini. Vous êtes beaucoup là, il doit y avoir des questions. Quoi ça? Dans général, quand tout est bien dit, aisément, de façon claire, ces questions, bon. Oui, bon, ça va que tout est bien dit. De façon vraiment claire. Oui, les filles aujourd'hui, oui, mais oui, les femmes sont à l'honneur, n'est-ce pas? Donc à la fin, au prochain, vous venez vous recevoir un bon cocktail des filles. Et puis ces visages sont à part, tout à part aussi. Mais pourquoi cette discrimination? Ah oui, tu vois. Mais attendez, je vais voir mes collaborateurs, comment on peut faire ça? C'est deux blocs. Le bloc des filles, le bloc des garçons, n'est-ce pas? Mais là-bas, sans sérieux, de ce côté-là, là-bas, c'est la différence. Hein. C'est pas la différence de Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'elles sont bien, voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Oui? Monsieur les bleus. D'accord, après, hein, donc vous qui donnez les filles qui me cachent les cheveux là. Hein. Toi, après toi. Voilà. Et puis elles sont alignées comme ça. Hein. Dès que celles qui cachent les cheveux là sont comme ça, les nappies là, elles sont comme ça.
Les mèches là, mais je dis donc il y a tout, hein. Deux comme ça. Mais elle, la fille qu'elle a là. La fille là, en deux. Tu souffres. Bon, allons-y. Ok, d'abord je m'excuse pour le... Non, pas de temps, on comprend. Je ne sais pas si ma question sort du thème parce que je n'étais pas là au cours. Ok. J'ai une question. C'est concernant les CV. Ok, allons-y. Ok, tout dernièrement j'ai reçu une offre. Ils ont dit qu'il y a une nouvelle entreprise. Oui. Donc ils recherchent du personnel. Ok. Bon, j'ai fait économie, je suis en master 1 d'économie. Ils cherchent des gens par rapport à l'économie, c'est-à-dire gestionnaire, tout et tout. Et puis ils cherchent des hôtesses, ils cherchent des personnes en accueil. Ok. Bon, comment j'ai pas encore fait de stage en économie. Je suis à l'université, c'est que la théorie. Ok. Donc je n'ai pas encore une expérience en économie. Donc j'aimerais savoir, je veux postuler. Maintenant, je ne sais pas si je dois postuler en tant que stagiaire au poste d'économiste ou bien gestionnaire, ou bien, comme j'ai déjà fait des travaux d'hôtesse, accueil, hôtesse. Mais quel est le profil qu'ils recherchent? C'est économiste ou bien c'est hôtesse? Ils cherchent tout. Il y a plusieurs postes. Bon, donc toi, tu veux postuler où? Bon, en rapport avec l'économie. Maintenant, quand tu as vu l'offre, ce qu'ils ont écrit dedans, tu peux faire. Ils ont dit qu'ils recherchent Bac plus 2. Non, mais est-ce qu'ils ont mis des compétences à avoir, des missions à faire? Ils ont juste mis en recherche des économistes, Bac plus 2. C'est tout. Pour faire quoi précisément? Ils ont dit un peu ce que vous devez faire, ils ont dit l'entreprise fait quoi déjà? Bon, on dit c'est une entreprise de transport. Ok, bon, très bien. Donc on dit on veut des économistes Bac plus 2. C'est ça. Maintenant, toi, en tant qu'économiste aujourd'hui, quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Je n'ai pas d'expérience. Non, c'est pas faire d'expérience. C'est qu'est-ce que tu sais faire? En rapport avec l'économie. Oui. Vous voyez, après l'idée, quand on voit une offre d'embauche, il faut se demander pourquoi je postule à l'offre en fait. Dans le pourquoi je postule, là, tu vas faire ressortir les raisons qui font de toi le meilleur profil pour le poste. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu dis pourquoi je postule parce que peut-être, on va dire, j'ai un bac plus 4 en économie, ok, très bien. Je postule parce que j'ai travaillé sur 3 projets de recherche en économie, notamment tac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais faire telle chose. Parce que de chaque expérience, on tire des compétences. L'expérience, ce n'est pas que l'expérience en entreprise. Tout à l'heure, je l'ai expliqué en fait. Ok, mais bon, après, tu pourras avoir tes copines. Mais travailler sur des projets de recherche à l'université, là, c'est aussi une forme d'expérience. Tu peux tirer des compétences. Donc il faut regarder en fait. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait de moi une économiste junior, avec débutante? Qu'est-ce que je sais concrètement faire dans ce domaine-là en fait? S'il n'y a pas de réponse, il y a un problème. Parce que souvent on dit non, je suis en master temps, on fait que la théorie. Mais c'est à toi en fait de pousser, d'aller à l'information, faire des recherches, pour savoir quelles sont les compétences clés que doit avoir une économiste. Et puis de rechercher ces compétences-là en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne faut pas dire comme je suis en master première année, je vais d'abord faire des stages avant d'avoir des compétences. Non. À toi d'aller à l'information. Pour savoir quelles sont les compétences aujourd'hui qu'une entreprise peut rechercher chez une économiste. Et ça, comment tu vas le faire? Je t'avais parlé de partager l'expérience d'évancier. Vous avez à l'université beaucoup d'enseignants qui sont des travailleurs, je ne sais pas, ou bien des experts dans le domaine. Il faut les approcher, discuter avec eux pour voir, mais aujourd'hui, quelles sont les compétences que je dois avoir, quels sont les challenges aujourd'hui que les juniors peuvent rencontrer dans le domaine de l'économie, quels sont les projets, comprendre un peu le secteur, comprendre ce que tu fais. Et puis savoir, tu dois avoir quelles compétences pour réussir dans ce domaine-là, en fait. Après, tu parles sur plusieurs job boards, dans des sites de recherche d'emploi. Tu cherches, tu tapes
économiste junior, par exemple. Tu vas voir qu'il y a eu plusieurs offres comme ça d'embauche d'économistes juniors. Tu comprends, non? C'est plusieurs. Sinon, tu vas regarder quelles sont les compétences que les entreprises qui recrutaient en fait, ont demandé pour le poste d'économiste junior, en fait. Ça, c'est comprendre. Tu vas voir que, peut-être que tu as retrouvé, peut-être, on va dire, 5 offres antérieures pour des boîtes qui ont pris des économistes juniors, en fait. Mais tu prends des offres qui datent de 3 mois au maximum 6 mois. Pas très loin, en fait. Tu vas voir que, pour tel poste, ils ont demandé telle compétence. Et c'est revenu au moins 4 fois. Ça veut dire que je dois avoir cette compétence-là en moi, en fait. Maintenant, après, il ne faut pas dire, comme on n'a pas vu ça à l'école, je vais attendre qu'on voit ça en classe. C'est ça le problème aujourd'hui. Comme on n'a pas encore vu ça en classe, que ça c'est pour les masters deuxième année, je vais attendre quand ça sera un master pour apprendre aussi. Moi j'ai dit que je formais les masters de mon école quand j'étais en deuxième année, licence deuxième année, pour une application qu'on apprend en licence troisième année. C'est-à-dire que moi, là où je les formais, là, on voit ça en troisième année de licence. Moi j'étais en deuxième année, je les formais là-dessus. Il ne faut pas attendre ça. Il faut que tu saches concrètement qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut attendre de toi sur le marché de l'emploi. Et puis commencer à chercher à avoir ces compétences-là. Donc même si on dit aujourd'hui qu'une boîte recherche une économiste junior, bac plus 2, que tu n'as même pas encore vu les compétences demandées, je peux déjà te mettre en avant. Parce que déjà toi, tu auras déjà travaillé à améliorer ton profil au fait par rapport aux attentes globales du marché. Quand on dit aujourd'hui qu'on veut recruter un commercial, il y a des atouts qu'il doit avoir, n'est-ce pas? Quelle que soit l'entreprise, en fait, il doit savoir faire des choses précises. Maintenant, par rapport à la boîte qui va l'appeler, il va devoir adapter ce qu'il sait par rapport aux attentes de l'entreprise. C'est comme si je dis, bon, moi, je suis commercial. Est-ce que je sais où je vais travailler quand je vais finir? Peut-être que je serai dans le luxe, ou bien dans une boîte de voiture, ou bien dans l'agroalimentaire, ou peut-être on va dire dans la téléphonie mobile. Je ne sais pas où je serai en fait. Donc je dois avoir des compétences, on va dire, je ne dirais pas universelles, mais vraiment en fait que le marché globalement recherche. Maintenant par rapport au domaine où je vais rentrer, je vais devoir avoir maintenant des spécificités pour performer dans ce domaine-là en fait. Donc il ne faut pas dire que je ne sais pas, non. Il faut savoir pourquoi tu postules. Ça c'est pour tout le monde. Hein. Parce que beaucoup de gens postulent à une offre d'embauche, je dis mais pourquoi tu as postulé? Tu ne sais pas pourquoi tu as postulé. Qu'est-ce qui fait de toi le meilleur pour l'offre à laquelle tu as postulé? Il n'y a aucune réponse. Donc le pourquoi là, qui est là, il est très important. Parce qu'après, quand tu vas faire ton CV, ce que tu vas écrire sur le CV là, en fait, doivent être le pourquoi. Je pense que c'est comprendre. Quand je fais un CV, j'ai écrit un document qui est une solution pour l'offre. Donc je remets la solution au mais voilà ce que moi je peux faire pour vous en brief. Bien, voici les atouts que j'ai qui font de moi le profil idéal pour le poste. Mais les atouts là, comment je les fais ressortir? C'est en me posant le pourquoi. Pourquoi je postule? Parce que dans l'offre, on me demande de faire des plans d'économie. J'ai déjà fait 3 plans, 10 plans antérieurement. Je peux faire des plans d'économie. Voici une force que je dois exposer dans mon CV en évidence et que je dois pouvoir dire pendant l'interview d'embauche. Maintenant, si maintenant en te posant la question du pourquoi, tu n'as aucune réponse, c'est que l'offre n'est pas à toi en fait. Si on te dit pourquoi je postule, tu n'as pas les réponses ou la réponse, mais il faut des réponses, c'est que l'offre n'est pas à toi. Ou l'offre est à toi, mais qui n'est pas encore prête en fait. Parce que tout est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin pour exceller, ça est déjà en toi. Est-ce qu'on peut demander à un homme de voler comme un oiseau? Pourquoi? Il n'a pas en fait la capacité de voler. C'est impossible. En fait. Hormis s'il met en fait une armure, je ne sais pas quoi, là, comme on voit dans les films. En fait. Mais est-ce qu'on peut demander à un homme de parler 3 langues en fait? Est-ce qu'on peut? Parce que le langage est déjà en lui. Tu vois, non? C'est comme on va dire, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme un terrain où il y a beaucoup de cultures, on peut tout faire en fait. On peut planter du maïs, du riz, même, on ne plante pas. Mais on sait que là, on peut faire du riz. Donc si on plante ça, ça va pousser. Donc tout ce que tu dois avoir, donc c'est là déjà en toi. Il faut juste activer ça en fait. Et pour activer,
il faut prendre conscience que je dois avoir cette qualité-là et puis commencer à travailler ça en fait. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de démonstration. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, le monde de l'emploi, ce n'est pas un monde de pitié, c'est un monde de démonstration. Et on est en compétition. Souvent, on met une offre d'embauche en ligne, on a 1000 candidatures pour une place. On veut faire un stage, on a 300 candidatures. On veut recruter un cadre dirigeant, on a 200 candidatures pour une place. Donc c'est compétitif. Qu'est-ce qui, toi, te différencie des autres et fait de toi la meilleure en fait? Si tu comprends. Donc si tu fais le choix de postuler pour hôtesse, tu dois avoir aussi les bonnes raisons de postuler pour hôtesse. Je pense que je sais accueillir, je suis souriante, je peux rester arrêté sur des talons pendant 5 heures de temps sans me fatiguer, et ainsi de suite. Je peux aussi, on va dire, comment je vais dire ça, être ouverte à ce qu'on me drague, mais en sachant dire non, hein, évidemment, on va te le dire. Voilà, parce qu'après, tu vas voir qu'il y a des filles tellement que les dragueurs sont traumatisées. Non, on me drague trop, j'ai arrêté. Alors qu'il doit savoir que ce métier-là, hôtesse, là, forcément, on t'est dragué. Un griffe, quoi, je veux dire. Mais il faut avoir les bonnes raisons de dire que je postule à ce poste. Tu commences à le dire un peu. Ça va, non? Donc, si tu as vu l'offre d'économiste, pas dire que je suis en master, première année, c'est la théorie. Il faut chercher concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de toi une économiste? Ah, je sais faire ça. Ah, je comprends telle chose. Ah, je peux analyser un plan économique. Ah, il faut des éléments concrets. Il ne faut pas attendre d'avoir ton diplôme pour faire ça. Sinon, quand tu vas chercher le travail, sur tes écran.